Deuxième partie, Bolvangar. Chapitre 10. Le consul et l'ours. John Fa et les autres chefs de l'expédition avaient décidé de se rendre à Trollsund, principal port de Laponie. Les sorcières possédaient un consulat en ville, et John Fa savait que sans leur aide, ou du moins sans leur neutralité bienveillante, il serait impossible de sauver les enfants prisonniers. Il exposa son projet à Lyra et Farder Coram le lendemain, lorsque le mal de mer de la fillette se fut légèrement atténué. Le soleil brillait de mille feux. Les vagues vertes venaient frapper la proue du bateau, mais battaient en retraite en emportant des traînées d'écume. Debout sur le pont, fouetté par le vent du large, face à la mer scintillante, Lyra se sentait déjà beaucoup mieux. Et maintenant que Pantalaimon avait découvert la joie d'être une mouette, ou un pétrel qui volait en rase-motte au-dessus de la crête des vagues, Lyra était trop absorbée par le bonheur de son démon pour s'apitoyer sur ces petites misères de marin d'eau douce. John Fa, Farder Coram et 2 ou 3 autres personnes s'étaient réunies à la proue du bateau, en plein soleil, pour évoquer la suite des événements. Farder Coram connaît ces sorcières de Laponie, expliqua John Fa. Et si je ne m'abuse, elles ont une dette envers lui. C'est exact, John, dit le vieil homme. En fait, cette histoire date d'il y a 40 ans. Mais ce n'est rien pour une sorcière. Certaines vivent 4 fois plus longtemps que ça. D'où vient cette dette, Farder Coram demanda Adam Stefanski, le responsable des troupes de combat. J'ai sauvé la vie à une sorcière, expliqua Farder Coram. Elle est tombée du ciel, brusquement, pourchassée par un énorme oiseau rouge, comme je n'en avais jamais vu. Blessée, elle a plongé dans les marais et je me suis mise à sa recherche. Elle allait se noyer lorsque je l'ai hissée à bord de mon bateau. J'ai tué l'oiseau, mais il est tombé à pic au fond des marécages, à mon grand regret, car il était gros comme un butor et rouge comme le feu. Oh firent les hommes autour de lui, captivés par son récit. Quand j'ai recueilli cette sorcière sur mon bateau, reprit Farder Coram, j'ai eu le plus grand choc de ma vie, car figurez-vous que cette jeune femme n'avait pas de démon. Il avait dit cela comme s'il l'avait dit, elle n'avait pas de tête. Cette simple idée était répugnante. Les hommes frissonnèrent. Leurs démons se hérissèrent, secouèrent leurs plumes, ou poussèrent des croissements méchants, et les hommes durent les calmer. Pantalaimon se blottit contre la poitrine de Lyra, et leurs 2 cœurs battirent à l'unisson. Du moins, reprit Farder Coram, c'est l'impression que j'ai eue. Étant donné qu'elle était tombée du ciel, j'ai deviné que c'était une sorcière. Elle avait pourtant l'apparence d'une jeune femme plus mince que certaines et plus jolie que la plupart, mais cette absence de démon me fichait une sacrée frousse. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de démons, les sorcières demanda l'autre homme, Michael Canzona. Leurs démons sont invisibles, voilà tout, répondit Adam Stefanski. En fait, il était là, près d'elle, mais Farder Coram ne l'a pas vu. Non, tu as tort, Adam, dit Farder Coram. Son démon n'était pas là. Vois-tu, les sorcières ont le pouvoir de se séparer de leurs démons, contrairement à nous. En cas de besoin, elles peuvent même les envoyer dans un autre pays, portées par le vent ou sur des nuages, ou même sous la mer. D'ailleurs, cette sorcière que j'avais sauvée se reposait depuis moins d'1 heure quand son démon est revenu à tire d'aile, car il avait senti sa peur et sa souffrance. Et j'ai le sentiment, bien qu'elle ne l'ait jamais avoué, que cet énorme oiseau rouge que j'avais tué était le démon d'une autre sorcière qui la pourchassait. Ah, Seigneur! Rien que d'y penser, j'en tremblais. J'aurais dû retenir mon geste, mais trop tard. Le mal était fait. En tout cas, je lui avais sauvé la vie. Aucun doute là-dessus. Et pour me le confirmer, elle déclara que je pouvais réclamer son aide en cas de besoin. Et en effet, elle a volé à mon secours le jour où les Skrellings m'ont blessé avec une flèche empoisonnée. Nous avons eu d'autres contacts ensuite. Je ne l'ai pas revue depuis de nombreuses années. Mais elle n'aura pas oublié. Elle vit à Trollsund? Non, non. Les sorcières vivent dans les forêts et la toundra. Pas dans un port au milieu des hommes et des femmes. Leur univers, c'est la nature. Malgré tout, elles ont un consulat en ville et je pourrais la contacter. N'ayez crainte. Lyra aurait voulu en savoir beaucoup plus sur les sorcières. Hélas, les hommes parlèrent ensuite des problèmes de carburant et de provisions, et finalement, elle eut très envie de découvrir le reste du bateau. Marchant sur le pont en direction de la proue, elle fit bientôt la connaissance d'un matelot, en lui lançant les pépins de la pomme qu'elle avait mangés au petit déjeuner et qu'elle avait gardés.
C'était un robuste gaillard au tempérament placide, et après avoir échangé quelques jurons, ils devinrent d'excellents amis. Il s'appelait Jerry. Sur ses conseils, Lyra découvrit que le fait de s'occuper empêchait d'avoir le mal de mer, et que même une tâche ingrate, comme nettoyer le pont, pouvait être agréable, si on l'accomplissait dans l'esprit d'un marin. Cette idée l'enchanta, et dès lors, elle plia les couvertures sur sa couchette comme l'aurait fait un marin. Elle rangea ses affaires dans le placard comme un marin, et se mit à employer des termes de marine. Après 2 jours passés en mer, Lyra décréta que cette ville était faite pour elle. Devenue maître du bateau, de la salle des machines jusqu'au pont, elle connut rapidement tous les membres de l'équipage par leurs prénoms. Le capitaine Rogby l'autorisa à adresser un signal à une frégate hollandaise en actionnant la poignée du sifflet. Le cuistot accepta son aide pour préparer le plum pudding, et seule l'intervention sévère de John Faa l'empêcha de grimper au mât de misaine pour scruter l'horizon du haut du nid de pie. Il voguait droit vers le nord, et chaque jour il faisait un peu plus froid. On fouilla dans les réserves du bateau pour trouver un ciré que l'on pourrait couper à la taille de Lyra, et Jerry lui enseigna l'art de la couture. Une activité qu'elle apprit de bon cœur après l'avoir pourtant rejetée avec mépris du temps de Jordan College, quand elle refusait d'écouter les instructions de Madame Lonsdale. Ensemble, ils confectionnèrent pour l'allaitiomètre un petit sac étanche qu'elle pourrait porter à la taille, au cas où elle tomberait à l'eau, dit-elle. Le sac accroché à la ceinture, vêtu de son ciré et coiffé de son chapeau imperméable, elle agrippait le garde-fou face à l'écume cinglante qui passait par-dessus la proue et se répandait sur le pont. Parfois, elle souffrait encore un peu du mal de mer, surtout quand le vent se levait et que le bateau piquait du nez en transperçant les immenses vagues gris-vert. Dans ces moments-là, c'était à Pantalaimon qu'il incombait de la distraire en frôlant la surface de l'eau sous la forme d'un pétrel, car Lyra sentait la joie infinie qu'il éprouvait au milieu des bourrasques de vent et d'eau salée, et elle en oubliait ses nausées. De temps à autre, il essayait même de devenir poisson. Et une fois, il se joignait à un banc de dauphins, à leur vif étonnement, et pour leur plus grand plaisir. Frissonnante sur le gaillard d'avant, Lyra riait joyeusement de voir son Pantalaimon adoré, agile et puissant, jaillir hors de l'eau en même temps qu'une demi-douzaine d'autres formes grises insaisissables. Pourtant son plaisir se teintait de douleur et de peur, car elle s'interrogeait. Et s'il cessait de l'aimer pour devenir dauphin? Son ami le matelot se trouvait près d'elle à ce moment-là, occupé à tendre une bâche au-dessus de l'écoutille avant. Et il s'interrompit pour regarder le démon de la fillette batifoler avec les dauphins. Son propre démon, une mouette, perchée sur le cabestan, avait enfoui sa tête sous son aile. Le marin savait ce que ressentait Lyra. Je me souviens, la première fois où j'ai pris la mer, mon Bélisaria n'avait pas adopté une forme définitive, car j'étais encore jeune, et il adorait se transformer en marsouin. J'avais peur qu'il garde cette apparence. Sur mon premier bateau, il y avait un vieux marin qui ne pouvait jamais descendre à terre, car son démon était devenu définitivement dauphin, et impossible pour lui de sortir de l'eau. C'était un formidable marin, le meilleur navigateur que j'ai connu. Il aurait pu gagner une fortune avec la pêche, pourtant il n'était pas content de son sort. Il n'a jamais été heureux, jusqu'à ce qu'il meure et qu'on jette son corps dans la mer. Pourquoi est-ce que les démons ne peuvent plus changer au bout d'un moment demanda Lyra. Moi je veux que Pantalaimon puisse continuer à changer. Et lui aussi. Il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours ainsi. Ça fait partie du passage à l'âge adulte. Viendra le moment où tu te fatigueras de ces changements incessants, et tu voudras qu'il adopte une apparence définitive. Non, jamais. Oh que si, tu auras envie de grandir, comme toutes les filles. D'ailleurs, cette apparence fixe a aussi des avantages. Ah bon? Lesquels? Tu sais enfin qui tu es vraiment. Prends ce vieux Bélisaria. C'est une mouette. Ça veut dire que je suis une sorte de mouette, moi aussi. Certes, je ne suis pas majestueux, ni splendide, ni beau, mais je suis un gars résistant. Je peux survivre n'importe où, et je sais toujours trouver un peu de nourriture ou un peu de compagnie. C'est bon à savoir. Le jour où ton démon prendra une forme définitive, tu sauras enfin qui tu es. Supposons que le démon choisisse une apparence qui ne nous plaît pas. Eh bien, tu n'es pas content. Voilà. Tu sais, il y a un tas de gens qui aimeraient avoir un lion pour démon et qui se retrouvent avec un caniche. Et tant qu'ils n'auront pas appris à se satisfaire de ce qu'ils sont, ils ne connaîtront pas la paix. Ah, quel gâchis!
Mais Lyra avait le sentiment qu'elle ne grandirait jamais. Et puis un beau matin, une odeur différente flotta dans l'air. Le bateau avançait bizarrement, en tanguant de manière plus prononcée, au lieu de s'élever à la crête des vagues et de retomber. À peine réveillée, Lyra monta sur le pont pour contempler avidement le paysage. Quel étrange spectacle après toute cette eau! Car bien qu'il n'ait navigué que quelques jours, elle avait l'impression d'être restée en mer pendant des mois. Juste devant le bateau se dressait une montagne tapissée d'arbres et coiffée de neige, qui dominait une petite ville et un port minuscule situé en dessous. On apercevait des maisons de bois, aux toits pointus, le clocher d'un oratoire, des grues dans le port, et des nuages de mouettes qui tournoyaient dans le ciel en criant. Il régnait une forte odeur de poisson, mélangée à des odeurs terrestres. La résine de pin, le mus, et quelque chose d'animal, de musqué, et autre chose encore, froid, vif et sauvage. Peut-être de la neige. C'était l'odeur du nord. Des phoques venaient folâtrer autour du bateau, montrant leur tête de clown à la surface de l'eau, avant de replonger sans une éclaboussure. Le vent glacial qui arrachait l'écume au sommet des vagues couronnées de blanc cherchait à s'engouffrer dans le ciré de Lyra. Bientôt, elle eut les mains en feu et le visage engourdi. Pantalaimon, devenu Hermine, lui réchauffait le cou avec sa fourrure. Malgré tout, il faisait trop froid pour rester dehors sans s'activer, même pour admirer les phoques, et Lyra redescendit manger son porridge, en regardant dehors à travers le hublot. Dans le port, l'eau était calme, et lorsqu'ils eurent franchi l'imposante digue, Lyra fut comme déséquilibrée par la disparition du tangage et du roulis. Avec Pantalaimon, ils regardèrent avec impatience le bateau progresser vers le quai, lentement, centimètre après centimètre. Au cours de l'heure suivante, le vacarme des moteurs s'atténua pour ne plus être qu'un ronronnement. Des voix puissantes aboyèrent des ordres, on lança des cordes, on abaissa des passerelles, on ouvrit des écoutilles. Allez, viens, Lyra, dit Farder Coram. Toutes tes affaires sont rassemblées? En vérité, les quelques affaires que possédait Lyra étaient déjà emballées depuis que, en se réveillant, elle avait découvert la côte. Il lui suffirait de courir dans sa cabine pour prendre son sac, et elle était prête. La première chose que Farder Coram et Lyra firent en débarquant fut de se rendre au siège du consulat des sorcières. Il ne leur fallut pas longtemps pour le retrouver, car toute la petite ville s'était regroupée autour du port, l'oratoire et la maison du gouverneur étant les deux seuls bâtiments d'importance. Le consul des sorcières habitait une maison de bois peinte en vert, avec vue sur la mer, et quand ils sonnèrent à la porte, la clochette tinta bruyamment dans la rue silencieuse. Un domestique les fit entrer dans un petit salon et leur apporta du café. Finalement, le consul en personne vint les accueillir. C'était un homme obèse au visage rubicond, vêtu d'un costume noir strict et nommé Martin Lancelius. Son démon était un serpent de petite taille, d'un vert aussi intense et brillant que les yeux de son humain, qui était en vérité la seule chose en lui qui évoquait les sorcières, même si Lyra ne savait pas trop à quoi devait ressembler une sorcière. Eh bien, que puis-je pour vous, Farder Coram demanda-t-il. Deux choses, docteur Lancelius. Premièrement, j'ai hâte d'entrer en contact avec la sorcière que j'ai rencontrée il y a quelques années dans la région des Fens, à l'est de l'Anglia. Elle s'appelle Serafina Pecalla. Le docteur Lancelius prit note avec un stylo en argent. À quand remonte cette rencontre s'enquit-il. Une quarantaine d'années, dirais-je. Mais je pense qu'elle se souvient de moi. Et quelle est cette deuxième chose que vous vouliez me demander? Je représente un certain nombre de familles de gitans qui ont perdu leur enfant. Or, nous avons des raisons de croire qu'une organisation capture ces enfants, les nôtres et d'autres aussi, afin de les emmener dans le Nord pour un motif encore inconnu. J'aimerais savoir si vous-même ou vos congénères avez entendu parler de tels faits. Le docteur Lancelius sirota son café d'un air précieux. Il n'est pas impossible en effet que nous ayons eu connaissance de cette activité, répondit-il. Mais vous vous doutez bien que les relations entre mon peuple et les habitants du Nord sont très cordiales. Il serait malvenu de provoquer des tensions. Farder Coram acquiesça, comme s'il comprenait parfaitement. Évidemment, dit-il. Et il serait inutile de vous demander s'il me serait possible d'obtenir ce renseignement par un autre biais. C'est pourquoi j'ai commencé par vous parler de mon amie la sorcière. Ce fut au tour du docteur Lancelius d'acquiescer, comme si lui aussi comprenait. Lyra assistait à ce petit jeu avec un mélange d'étonnement et de respect. Un tas de choses se déroulaient sous la surface des mots, et finalement elle sentit que le consul des sorcières avait pris une décision. Très bien,
dit-il. Évidemment, vous savez que votre petit nom ne nous est pas inconnu, Farder Coram. Serafina Pekala est la reine d'un clan de sorcières de la région du lac Enara. Concernant votre autre question, il va sans dire que ce renseignement ne vient pas de moi. Bien entendu. Eh bien, il existe dans cette ville une ramification d'une organisation baptisée la Compagnie d'exploration du Nord, qui prétend chercher du minerai, mais est en réalité contrôlée par un organisme nommé le Conseil général d'Oblation, installé à Londres. Or, je sais que cette organisation apporte des enfants. C'est une chose que peu de gens savent en ville. Le gouvernement de Norvège n'est pas au courant, officiellement. Il est vrai que les enfants ne restent pas longtemps ici. On les envoie quelque part ensuite vers l'intérieur du pays. Savez-vous où précisément, docteur Lancelius? Non, je vous le dirai si je le savais. Et savez-vous ce qu'on leur fait là-bas? Pour la première fois, le docteur Lancelius se tourna vers Lyra. Celle-ci lui rendit son regard. Le petit démon serpent vert dressa la tête dans le cou du consul et lui chuchota quelque chose à l'oreille en agitant sa langue fourchue. Le consul déclara: J'ai entendu prononcer l'expression méthode de Mestat dans le cadre de cette affaire. Je pense qu'ils utilisent ces mots pour éviter de désigner ce qu'ils font par son véritable nom. J'ai également entendu le mot intercision, mais je ne saurais dire de quoi il s'agit. Certains de ces enfants sont-ils en ville en ce moment? Demanda Farder Coram. Il caressait la fourrure de son démon assis sur ses genoux aux aguets. Lyra remarqua que le félin avait cessé de ronronner. Non, je ne pense pas, dit le docteur Lancelius. Un groupe d'une douzaine d'enfants est arrivé il y a une semaine, mais ils sont repartis avant-hier. Ah, pas plus? Voilà qui nous donne un peu d'espoir. Comment voyagent-ils, docteur Lancelius? En traîneau. Et vous ne savez pas du tout où ils sont allés? Non, ce n'est pas une chose qui nous préoccupe, je l'avoue. Évidemment. Vous avez répondu à toutes mes questions avec beaucoup de franchise, monsieur. Et voici la dernière. À ma place, quelle question poseriez-vous au consul des sorcières? Pour la première fois, le docteur Lancelius sourit. Je lui demanderai où je peux obtenir les services d'un ours en armure, dit-il. Lyra se redressa sur son siège. Elle sentit le cœur de Pantalaimon faire un bond dans ses mains. J'avais cru comprendre que les ours en armure étaient justement au service du conseil d'oblation, s'étonna Farder Coram. Enfin, la compagnie d'exploration du Nord, ou je ne sais quoi. Il y en a au moins un qui n'est pas à leur service. Vous le trouverez au dépôt de traîneau, tout au bout de l'Anglocure Street. C'est là-bas qu'il travaille en ce moment. Mais il a si mauvais caractère et il fait tellement peur aux chiens qu'il risque de perdre sa place rapidement. C'est un renégat? Oui, apparemment. Il s'appelle Lorec Bernison. Vous vouliez savoir ce que je poserais comme question? Je vous ai répondu. Et je vais même vous dire ce que je ferai. Je sauterai sur cette occasion inespérée d'engager un ours en armure. Lyra avait du mal à rester en place. Mais Farder Coram, qui connaissait les rites propres à ce genre de discussion, reprit un autre gâteau au miel et aux épices sur le plateau. Pendant qu'il le dégustait, le docteur Lancelius se tourna vers Lyra. Je crois savoir que tu as en ta possession un allaitiomètre, dit-il, au grand étonnement de la fillette qui se demandait comment il pouvait être au courant. En effet, dit-elle, en sentant que Pantalaimon la pinçait. Elle demanda: Vous voulez le voir? Avec plaisir. Plongeant la main de façon peu élégante dans la sacoche imperméable, elle sortit le petit paquet enveloppé de velours et le lui tendit. Le docteur Lancelius déballa l'instrument et le manipula avec la plus grande prudence, contemplant le cadran comme un savant contemple un manuscrit rare. Quelle merveille! S'exclama-t-il. J'en avais déjà vu un, mais pas aussi beau que celui-ci. Possèdes-tu également le grand livre des interprétations? Non, répondit Lyra, mais avant qu'elle ait pu en dire plus, Farder Coram prit la parole. Non, répéta-t-il, malheureusement. Lyra possède cet allaitiomètre, mais elle n'a aucun moyen de s'en servir. Cet instrument reste aussi mystérieux que ces flaques d'encre dont se servent les hindous pour prévenir l'avenir. Et à ma connaissance, le livre des interprétations le plus proche se trouve dans l'abbaye de Saint-Johann à Heidelberg. Lyra comprenait pourquoi il disait cela. Il ne voulait pas que le docteur Lancelius connaisse les pouvoirs qu'elle avait acquis. Mais elle voyait aussi une chose que Farder Coram ne pouvait pas voir, la nervosité soudaine du démon du docteur Lancelius, et elle comprit qu'il était inutile de mentir. En fait, je sais le déchiffrer, dit-elle, s'adressant à la fois au docteur Lancelius et à Farder Coram.
et ce fut le consul qui réagit en premier. Je te félicite. Mais comment as-tu obtenu cet alétiomètre? C'est le maître de Jordan College qui me l'a donné. Savez-vous qui les a fabriqués, docteur Lancelius? On dit qu'ils proviennent de la ville de Prague. Le savant qui a inventé le premier alétiomètre cherchait apparemment à découvrir un moyen de mesurer les influences des planètes, conformément aux préceptes de l'astrologie. Il voulait créer un instrument qui réagirait aux positions de Mars ou de Vénus comme une boussole réagit par rapport au nord. Sur ce plan, il a échoué, mais de toute évidence, le mécanisme qu'il a créé réagissait à quelque chose, bien que personne ne pût dire à quoi exactement. Mais d'où viennent tous ces symboles? Oh, cela remonte au XVIIe siècle. En ce temps-là, les symboles et les emblèmes étaient partout. Le bâtiment et les tableaux étaient conçus pour se lire comme des livres. Chaque chose en représentait un autre, et à condition de posséder le dictionnaire adéquat, vous pouviez alors déchiffrer la nature elle-même. Pas étonnant dans ces conditions de voir des philosophes utiliser le symbolisme en vigueur à l'époque pour interpréter un savoir provenant d'une source mystérieuse. Mais personne n'a utilisé sérieusement tous ces symboles depuis environ 2 siècles. Il rendit l'instrument à Lyra et ajouta: Puis-je te poser une question? Sans le livre des symboles, comment fais-tu pour interpréter cet instrument? Je commence par faire le vide dans mon esprit, et ensuite c'est comme si je regardais au fond de l'eau. Il faut laisser vos yeux découvrir le bon niveau d'interprétation, car c'est le seul qui soit net. Quelque chose comme ça. Oserais-je te demander une petite démonstration? Lyra se tourna vers Farder Coram. Elle avait envie de répondre oui, mais elle attendait son approbation. Le vieil homme acquiesça. Quelle question dois-je lui poser? Demanda Lyra. Quelles sont les intentions des Tartares concernant le Kamtchatka? Ce n'était pas difficile. Lyra orienta les aiguilles de l'alétiomètre face au chameau tout d'abord, qui représentait l'Asie, et aussi les Tartares, face à la corne d'abondance ensuite, pour désigner le Kamtchatka, où il existait des mines d'or, et enfin face au dessin de la fourmi, symbole d'intense activité mais aussi de détermination et de volonté. Puis, immobile, elle laissa son esprit rassembler les 3 niveaux d'interprétation en faisant le vide pour accueillir la réponse qui survint presque immédiatement. La grande aiguille fine tremblota devant le dauphin, le casque, le bébé et l'encre, dansant de l'un à l'autre avant de s'orienter vers le creuset, selon un schéma complexe que les yeux de Lyra suivirent sans hésitation, mais qui restait incompréhensible pour les 2 hommes. Quand l'aiguille eut refait plusieurs fois le même chemin, Lyra leva la tête, en clignotant des yeux comme si elle émergeait d'un état second. Ils vont faire semblant d'attaquer, mais ils ne le feront pas pour de bon car c'est trop loin de chez eux. Peux-tu m'expliquer comment tu as compris ça? À cause du dauphin, tout d'abord. Une de ses significations les plus profondes, c'est l'idée de jeu, expliqua-t-elle. Et je sais que c'est la bonne interprétation, car l'aiguille s'est arrêtée plusieurs fois dessus, et l'image était claire uniquement à ce niveau de sens. Le casque symbolise la guerre. Réunis, les deux signifient donc qu'on fait semblant de faire la guerre. Le bébé, lui, représente la difficulté. Ça veut dire qu'il serait difficile pour eux d'attaquer. Et l'encre explique pourquoi les Tartares seraient trop loin de leur base. Voilà comment je vois les choses. Vous comprenez? Le docteur Lancelius acquiesça. Remarquable, dit-il. Je te remercie infiniment. Je n'oublierai pas ce que tu m'as dit. Il jeta un regard étrange à Farder Coram avant de revenir sur Lyra. Pourrais-je te demander une autre petite démonstration? Dans le jardin derrière cette maison, tu trouveras plusieurs branches de sapin accrochées à un mur. L'une d'elles a été utilisée par Serafina Pekkala. Saurais-tu me dire laquelle? D'accord, s'exclama Lyra, toujours prête à fanfaronner, et elle s'empressa de sortir en emportant l'alétiomètre. Elle avait hâte de découvrir les branches de sapin, car les sorcières s'en servaient pour voler, et elle n'en avait encore jamais vu. Pendant son absence, le consul demanda à Farder Coram: Savez-vous qui est cet enfant? C'est la fille de Lord Asriel, et sa mère est Madame Coulter, membre du conseil d'oblation. Oui, mais à part ça. Le vieux gitan secoua la tête. Je n'en sais pas plus. Mais c'est une créature étrange et innocente, et pour rien au monde je ne voudrais qu'il lui arrive malheur. Par quel miracle est-elle capable d'utiliser cet instrument? Je l'ignore, mais je la crois quand elle en parle. Pourquoi cette question, docteur Lancelius? Que savez-vous sur elle? Les sorcières parlent de cet enfant depuis des siècles, expliqua le consul. Comme elles vivent tout près de l'endroit où le voile entre les mondes est le plus fin, elles entendent parfois des murmures éternels, par la voix de ces êtres qui passent d'un monde à l'autre.
Et elle parle d'une enfant comme celle-ci, dotée d'un grand destin qui ne peut être accompli qu'ailleurs, pas sur cette terre, mais bien plus loin. Sans cet enfant, nous mourrons tous. Mais elle doit accomplir ce destin sans en avoir conscience, car seule son ignorance peut nous sauver. Vous comprenez? Non, je ne peux pas dire que je comprenne. Cela signifie qu'elle doit être libre de commettre des erreurs. Nous devons espérer qu'elle n'en commettra pas, mais nous ne pouvons pas la guider. Toutefois, je suis heureux d'avoir vu cet enfant avant de mourir. Mais comment savez-vous qu'il s'agit de l'enfant en question? Et qui sont ces êtres dont vous parlez, qui passent d'un monde à l'autre? Franchement, j'ai du mal à vous suivre, docteur Lancelius, même si je vous considère comme un honnête homme. Avant que le consul n'ait pu lui répondre, la porte s'ouvrit et Lyra fit une entrée triomphante en brandissant une petite branche de sapin. C'est celle-ci, s'exclama-t-elle. Je les ai toutes testées, et c'est celle-ci, j'en suis sûr. Le consul examina la branche puis hocha la tête. Exact. C'est remarquable, Lyra. Tu as de la chance de posséder un tel instrument, et je souhaite qu'il te soit utile. J'aimerais te donner quelque chose. Il prit la branche de sapin et brisa une brindille. La sorcière a volé sur cette branche? Demanda la fillette, impressionnée. Oui, je ne peux pas te la donner tout entière, car j'en ai besoin pour la contacter, mais cette brindille te suffira. Prends-en bien soin. Comptez sur moi, et merci. Elle la glissa dans sa sacoche à côté de la laitiomètre. Farder Coram caressa la branche de sapin comme s'il s'agissait d'un porte-bonheur, et sur son visage apparut une expression que Lyra n'avait encore jamais vue, une sorte d'envie. Le consul les raccompagna à la porte où il serra la main de Farder Coram et celle de Lyra. J'espère que vous réussirez, leur dit-il, et il demeura sur le perron de la maison, dans le froid vif, pour les regarder s'éloigner dans la ruelle. Il connaissait déjà la réponse au sujet des Tartares, dit Lyra à Farder Coram. La laitiomètre me l'a dit, mais je n'en ai pas parlé, c'était indiqué par le creuset. Sans doute voulait-il te tester. Quoi qu'il en soit, tu as eu raison de jouer le jeu, car on ne peut pas deviner ce qu'il sait déjà. Et il nous a fourni un précieux renseignement en nous parlant de l'ours. Je ne vois pas comment nous l'aurions su autrement. Ils trouvèrent le chemin du dépôt de traîneaux qui se composait de 2 entrepôts en béton situés dans une zone broussailleuse. Une sorte de terrain vague où les mauvaises herbes poussaient entre les pierres grises et les flaques de boue gelée. Un type à la mine renfrognée, assis dans un bureau, leur indiqua que l'ours finissait son travail à 18 heures, mais il devrait faire vite s'il voulait le voir, car généralement, il fonçait directement derrière le bar Enerson, dans la cour, où on lui donnait à boire. Farder Coram conduisit Lyra dans le meilleur magasin de la ville pour lui acheter des vêtements contre le froid. Ils firent l'acquisition d'un parka en peau de renne, car les poils de renne sont creux et donc parfaitement isolants. La capuche était doublée de fourrure de glouton, qui chasse la glace qui se forme quand on respire. Ils achetèrent également des sous-vêtements et des sous-bottes en peau de jeune renne, et des gants de soie pour mettre à l'intérieur des grosses moufles en fourrure. Les bottes et les moufles étaient faites avec la peau des pattes antérieures de renne, extrêmement résistantes, et les semelles des bottes étaient en peau de phoque barbu, aussi solide que la peau de morse mais plus légère. Pour finir, ils achetèrent une cape imperméable qui l'enveloppait de la tête aux pieds, à demi transparente, faite avec des boyaux de phoque. Ainsi vêtue, avec en plus une écharpe en soie autour du cou, un bonnet de laine sur les oreilles, et la grande capuche rabattue sur la tête, elle avait l'impression d'étouffer, mais ils se rendaient dans des régions bien plus froides. John Fah, qui avait supervisé le déchargement du bateau, était ravi d'apprendre ce qu'avait dit le consul des sorcières, et encore plus heureux d'entendre parler de l'ours. Nous irons le voir dès ce soir, déclara-t-il. Avez-vous déjà parlé avec une telle créature, Farder Coram? Oui. J'ai même combattu l'un de ces ours, mais je n'étais pas seul. Dieu soit loué. Nous devons nous préparer à traiter avec lui, John. Il va se montrer très exigeant, j'en suis sûr, et désagréable. Ce ne sera pas facile de négocier, mais il nous le faut. Nous l'aurons. Et votre fameuse sorcière? Elle est loin d'ici, et elle est devenue reine d'un clan, dit Farder Coram. J'espérais qu'il serait possible de lui faire parvenir un message, mais nous n'avons pas le temps d'attendre la réponse. Je vois. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que moi j'ai découvert, mon cher vieil ami. Depuis un moment, John Fah brûlait d'envie de leur dire quelque chose. Il avait fait la connaissance d'un chercheur d'or sur les quais, un néo-danois nommé Lee Scoresby, venant du Texas. Et cet homme possédait un dirigeable. L'expédition à laquelle il espérait participer était tombée à l'eau,
faute de moyens, avant même qu'il quitte Amsterdam. Et maintenant, il se retrouvait coincé ici. Pensez un peu à ce qu'on pourrait faire avec l'aide d'un aéronaute, Farder Coram, s'exclama John Fa en frottant ses mains épaisses. Je l'ai encouragé à nous rejoindre. On dirait que la chance est de notre côté. Ce serait encore mieux si nous savions où nous allons, souligna Farder Coram. Mais rien, apparemment, ne pouvait atténuer l'enthousiasme de John Fa à l'idée de repartir en campagne. Une fois la nuit tombée, quand le matériel et les vivres furent débarqués et entreposés sur les quais, sous bonne garde, Farder Coram et Lyra longèrent les quais à la recherche du bar Enarsson. Ils le trouvèrent assez facilement, une construction en béton rudimentaire ornée d'une enseigne au néon rouge qui clignotait de manière irrégulière. Derrière les fenêtres recouvertes de givre résonnaient des éclats de voix. Sur le côté, une plaine pleine d'ornières conduisait à une plaque métallique servant de porte à une cour, dans laquelle un appentis bancal reposait sur un sol de boue gelée. La faible lumière qui filtrait par la fenêtre du bar éclairait une pâle silhouette accroupie en train de dévorer un cuisseau de viande que la créature tenait à deux mains. Lyra crut distinguer une gueule maculée de sang, de petits yeux noirs méchants, un pelage jaunâtre, sale et emmêlé. Des grognements affreux, d'ignobles bruits de mastication et de succion s'échappaient de sa bouche pendant que l'animal mastiquait. Farder Coram s'arrêta à la porte et lança « Yorek Biernison !» L'ours s'arrêta de manger. Il les observait, mais son regard demeurait inexpressif. « Yorek Biernison !» répéta Farder Coram. « Puis-je te parler ?» Le cœur de Lyra cognait dans sa poitrine, car quelque chose dans la présence de l'ours lui faisait sentir la proximité du froid, du danger, de la force brutale, mais une force contrôlée par l'intelligence. Une intelligence non humaine, car les ours ne possédaient pas de démons. Cette étrange créature massive qui rongeait son morceau de viande ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle avait imaginé. Et Lyra ressentait un vif sentiment d'admiration et de pitié pour cet animal solitaire. L'ours laissa tomber le cuisseau de renne dans la boue et s'approcha de la porte à quatre pattes, d'une démarche lourde. Puis il se dressa sur ses pattes de derrière, imposant comme pour montrer combien il était puissant, pour leur rappeler que la porte constituait une barrière futile, et il s'adressa à eux du haut de ses 3 mètres. Au moins. Qui êtes-vous ? Sa voix profonde semblait faire trembler le sol. La puanteur qui émanait de son corps était presque suffocante. Je suis Farder Coram. J'appartiens au peuple gitan d'Anglia occidentale. Cette petite fille s'appelle Lyra Bellaka. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons te proposer un travail, Yorek Biernison. J'en ai déjà un. L'ours se laissa retomber sur ses 4 pattes. Difficile de détecter le moindre sentiment dans sa voix, qu'il s'agisse d'ironie ou de colère, tant elle était grave et morne. Que fais-tu exactement ici, au dépôt de traîneaux ? Demanda Farder Coram. Je répare les machines cassées et les objets en fer. Je soulève les choses lourdes. Est-ce un travail digne d'un Panserbion ? C'est payé. Derrière l'ours, la porte qui donnait sur l'arrière du bar s'entr'ouvrit et un homme déposa sur le sol un grand pichet en terre avant de lever les yeux vers le trio. « C'est qui ?» ?»« Des étrangers, » répondit l'ours. Le patron du bar semblait sur le point de dire quelque chose, mais l'ours avança vers lui d'un pas titubant, et l'homme s'empressa de refermer la porte, inquiet. L'ours saisit l'anse du pichet en terre avec une griffe et le porta à sa gueule. Lyra sentit les effluves âcres de l'alcool qui dégoulinait. Après avoir avalé plusieurs rasades, l'ours reposa le pichet et se retourna pour continuer à ronger son cuisseau de viande, sans se préoccuper de Farder Coram et de Lyra, en apparence seulement, car il demanda « C'est quel genre de boulot ?»« Il faudra se battre selon toute vraisemblance, » répondit Farder Coram. « Nous partons vers le nord à la recherche d'un endroit où l'on a conduit des enfants kidnappés. Quand nous les aurons retrouvés, nous devrons nous battre pour les libérer et ensuite nous les ramènerons chez eux. » « Et combien vous payez ?»« Je ne sais pas quoi t'offrir, Yorek Biernison. Si l'or te tente, on en a. »« Non. »« Qu'est-ce qu'il te donne au dépôt ?»« Ma dose de viande et d'alcool. » Sur ce, l'ours laissa tomber l'os rongé et porta de nouveau le pichet à sa gueule, buvant l'alcool puissant comme si c'était de l'eau. « Pardonne ma question, Yorek Biernison, dit Farder Coram, mais tu pourrais mener une existence digne sur la banquise à chasser les phoques et les morses, ou bien tu pourrais partir guerroyer et rapporter de glorieux trophées. Qu'est-ce qui te retient ici à Trollsund ?» Lyra en eut la chair de poule. Elle aurait cru que cette question qui ressemblait presque à une insulte allait provoquer la fureur de l'énorme créature.
et elle s'émerveillait du courage de Farder Coram. Yorek Birnison posa le pichet et s'approcha de la porte pour dévisager le vieil homme. Farder Coram ne s'y a même pas. « Je connais ces individus que vous recherchez, les coupeurs d'enfants, dit l'ours. Ils ont quitté la ville avant-hier pour se rendre dans le nord, avec d'autres enfants. Personne ici ne vous parlera d'eux. Les gens font semblant de ne rien voir, car les coupeurs d'enfants font marcher les affaires. Moi, j'aime pas ces coupeurs d'enfants, alors je vais répondre gentiment à votre question. Je reste ici et je bois de l'alcool, car ils m'ont volé mon armure. Et sans elle, je peux chasser les phoques, mais je ne peux pas faire la guerre. Or, je suis un ours en armure. La guerre est pour moi, comme l'océan où je nage, comme l'air que je respire. Les habitants de cette ville m'ont fait boire de l'alcool jusqu'à ce que je m'endorme, et ensuite ils m'ont volé mon armure. Si je savais où ils l'ont cachée, je détruirais toute cette ville pour la récupérer. Alors si vous voulez acheter mes services, le prix est le suivant. Rendez-moi mon armure. Alors je vous aiderai dans votre mission, jusqu'à ma mort, ou jusqu'à ma victoire. Le prix à payer est mon armure. Je veux la récupérer, car alors je n'aurai plus jamais besoin de boire.